Votre réaction, Marion Parizet, il fallait qu'une page se tourne, que le nom de Le Pen soit un peu moins présent dans le périmètre du Rassemblement national? En tout cas, il y avait une nécessité, après un certain nombre finalement d'approches de l'élection présidentielle, qui était l'objectif réel de Marine Le Pen, et un certain nombre d'échecs, malheureusement, de pouvoir entamer une nouvelle page en répondant à un besoin qui est assez profond et qui s'exprime sur tout l'échiquier politique, d'une certaine forme, de dégagisme, en tout cas lié à l'âge, d'une certaine manière. Et on ressent ce sentiment dans chacun des partis, et qui est de faire la place à des nouvelles têtes, à des nouveaux profils, en se disant, bon, les anciens ont échoué, mettons peut-être toutes les billes sur les nouveaux pour tenter une nouvelle page. Mais ça, c'est l'idée maîtresse. Après, dans les faits, le fait de tenir un parti, le fait de réussir à faire vivre un parti, souvent on se rend compte aussi que ça demande beaucoup d'expérience. C'est pas uniquement la force de la jeunesse, mais de savoir manier ces équilibres-là. Je pense que Jordan Bardella a aussi réussi à convaincre en partie, parce que Marine Le Pen lui a laissé aussi occuper un rôle de présidence intérimaire, qui lui a permis peut-être de gagner la confiance d'un certain nombre d'élus, et notamment de cadres du RN, en ce sens-là. Mais tout reste à faire, parce que faire vivre ce parti jusqu'aux élections de 2027, avec toutes les échéances intermédiaires qui approchent, ça n'est pas une chose gagnée d'avance. Néanmoins, vous en conviendrez, Marion Parizet, c'est une page qui se tourne dans l'histoire du parti. Est-ce que cette transition était nécessaire par rapport à la stratégie projetée sur quelques années à venir, peut-être même jusqu'à 2027, la stratégie du Rassemblement national? Elle est nécessaire d'une certaine manière, parce qu'en effet, même s'il n'y a pas forcément un changement de ligne radical sur le fond, il y a quand même certaines choses à réconcilier, ou en tout cas certaines dissensions à l'intérieur qui sont claires. On a d'une part une tendance peut-être de Jordan Bardella, qui est plutôt à aller vers l'union des droites, alors que Marine Le Pen, là encore, dans son discours aujourd'hui, a bien mis l'accent sur le fait que le RN se situait hors de ce clivage gauche-droite, et plutôt justement se mettait dans ce clivage plutôt nationaliste contre mondialiste globalement. Et ça, cette dissociation entre les deux, cette différence, elle va être à réconcilier à un moment, pour pouvoir justement réussir à avancer. Et également sur la double stratégie, qui est d'une part de fragiliser le front républicain, qui continue quand même d'une certaine manière à exister, et qui a continué jusqu'aux dernières élections, même si les progrès ont été significatifs pour le RN, notamment au moment des législatives. Le front républicain, et l'image de Marine Le Pen, qui est extrêmement associée au parti, est centrale dans cette dynamique-là. Et pourtant, derrière, ce qui fait le succès du Rassemblement national, c'est de réussir à canaliser les frustrations anti-Macron, notamment. Et donc ça, c'est un peu contradictoire en tant que tel, de réussir à en même temps continuer à canaliser cette énergie-là, à pouvoir rassembler toutes ces frustrations pour garder un électorat qui est principalement aussi dans un électorat démobilisé, ou en tout cas qui est en rupture avec le champ politique traditionnel, historiquement en tout cas, et en même temps à fragiliser le front républicain. Et ça, c'est le travail sur lequel Marine Le Pen compte sur ses députés, notamment, il me semble, et qui a été aussi fragilisé par la dernière sortie de Fournaise, parce que justement, c'est ce genre d'événements qui peuvent remettre en cause la stratégie. Marion Parizet, donc finalement, c'est peut-être juste de la communication. Certes, président, c'est un rôle important, président d'un parti, mais la patronne, ça reste Marine Le Pen. En tout cas, elle a marqué, ça reste le lien en fait au sein du Rassemblement national, et ça reste un lien qui est nécessaire pour le moment, en attente que réellement cette nouvelle génération émerge et puisse peut-être prendre une forme d'autonomie, d'une certaine manière. Est-ce que cette autonomie se prendra avant 2027, ou devra attendre une nouvelle candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? On peut se poser la question. Ça peut aller parfois plus rapidement que prévu, mais on voit que Jean-Luc Mélenchon a fait un peu la même stratégie, en finalement choisissant de se mettre en retrait officiel d'un certain nombre d'instances, tout en restant en fait le centre et le cœur battant de son parti politique. Donc derrière, on est sur des partis qui sont tellement marqués par leur figure centrale que c'est très difficile pour eux aujourd'hui de basculer vers une forme de renouvellement plus, j'ai envie de dire démocratique, c'est pas tout à fait le terme, mais en tout cas un changement qui soit fait comme nos démocraties, en tout cas, parfois d'alternance de lignes, parfois de changement de génération, et qui ne dépendent pas simplement de la tenue d'une forme d'une sorte de dynastie
quelle qu'elle soit, dans ces partis-là. Mais ça veut dire donc, Marion Parizet, qu'on est dans un délit d'expression, si on écoute bien ce que dit Thomas Ménager? Mais le délit d'expression, c'est fondamentalement ce qui nourrit aujourd'hui la France insoumise, dans la plupart de sa façon de concevoir le supposé débat. C'est qu'aujourd'hui, la France insoumise, globalement, rejette aussi le fait de pouvoir débattre sur certains sujets et profite plutôt du buzz pour pouvoir renvoyer ce qui diffère de leur opinion à une forme d'inadéquation avec le débat public. Ça serait insupportable pour eux de concevoir qu'on puisse aborder les sujets de cette manière-là, de manière ouverte, de pouvoir discuter sur le fond. Et ils utilisent la communication depuis le début pour provoquer, pour jouer sur les sentiments, sur les émotions et mobiliser aussi leur base électorale à travers ça. Donc c'est moi, je trouve que c'est profondément antidémocratique. Et ce qui me dérange de la part de la France insoumise, parce qu'on est là sur un parti qui critique la violence du gouvernement, parfois la violence d'État, considère qu'en effet, il y a une déconnexion d'une partie de la population vis-à-vis des élites et des élites politiques, des dirigeants politiques à tous les niveaux. Et aujourd'hui, eux ne font que mettre de l'huile sur le feu sur ce débat-là, en décrédibilisant encore plus les institutions de la République, qui sont censées être celles à travers lesquelles tous les Français doivent être représentés. Juste un petit mot avec Marion Parizet sur cette affaire avant que l'on puisse enchaîner sur le reste de l'actualité. Fondamentalement, ça reste une maladresse politique. Pour le RN, c'est problématique d'avoir ce genre d'incident qui vient polluer le message. Absolument. Et la dynamique qui est en cours. Mais ce qui est étonnant, et là je vous rejoins, c'est la question de cette sanction. Quand on voit le chahut qu'il y a pu avoir à différentes reprises dans l'hémicycle, moi je ne peux pas m'empêcher de repenser aussi aux propos sexistes, au bruit de poule quand on a eu des ministres femmes qui interpellaient. Et là, on n'a pas eu de sanction, on n'a pas eu ce niveau de sanction-là. Donc on est vraiment sur un acte politique aujourd'hui qui est une action, une façon de pouvoir justement. C'est pas de la. C'est une action politique. Est-ce la démonstration, Marion Parizet, que la politique d'immigration italienne est en train de se durcir et que c'en est la juste application? En tout cas, c'est ce qu'a promis Giorgia Meloni. C'est ce qui l'a amené au pouvoir. Ce qui l'a amené au pouvoir, c'était deux choses. C'était le fait que l'Italie s'est globalement appauvrie depuis le début des années 2000 et n'a pas su se relever des crises de 2008 et des crises de 2010-2011. Et c'est la question migratoire, parce que le nombre d'immigrés en Italie a quasiment quintuplé entre les années 80 et le début et les années 2010, avec du coup un sentiment de vraiment, pour le coup, d'inégalité qui est ressentie par les Italiens beaucoup plus que dans le reste de l'Europe et qui se sont aussi sentis laissés totalement à l'abandon par l'Union européenne qui avait promis de pouvoir répartir les coûts, de pouvoir prendre en charge la sécurisation des frontières, etc. Alors il y a eu des progrès un peu sur la sécurisation des frontières, il y a eu Frontex, il y a eu les accords avec la Libye aussi qui ont permis de réduire un petit peu le nombre de bateaux en partance de Libye par ces accords-là, mais derrière, on reste encore sur des difficultés profondes et Giorgia Meloni a été amenée au pouvoir pour pouvoir justement engager ce rapport de force avec l'Union européenne, engager cette défense des intérêts des Italiens et essayer de sortir les Italiens de la misère dans laquelle ils sont arrivés aujourd'hui. Donc c'est normal qu'elle tente de le mettre en œuvre et si elle n'y arrive pas, elle pourrait se retrouver dans une situation aussi compliquée que les premiers ministres successifs au Royaume-Uni lorsque les mesures qu'ils ont mis en œuvre, qui étaient celles pour lesquelles ils ont été élus, n'ont pas réussi à montrer leurs preuves et à montrer des résultats suffisants pour la population. Donc elle a vraiment une nécessité d'agir en la matière et c'est totalement logique qu'elle le fasse de cette sorte face à des organismes qui utilisent le droit international de manière à pouvoir piéger d'une certaine manière les gouvernements avec lesquels ils sont en jeu en face. Bien sûr, de pouvoir changer justement cette méthode-là, c'est au lieu d'accepter les demandes d'asile sur le territoire européen, de transformer ça avec des logiques de hotspot qui soient à l'extérieur du territoire européen pour centraliser les demandes à cet endroit-là et éviter et juguler ces flux illégaux en rendant effectivement ces demandes. Une minute montre en main pour l'écologie.
l'écologie, c'est toujours une forme de gauchisme également. Et ce sont des méthodes choc à chaque fois. Se coller les mains sur des véhicules ou sur des œuvres d'art, jeter de la soupe ou de la peinture, ou tout simplement s'enchaîner devant des bâtiments. Et d'ailleurs, ce sont des mouvements, des méthodes, des modes de faire qui sont reproduits, mais pas seulement en France, mais à travers différentes organisations écologistes dans différents pays, que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Et on observe finalement comme un effet de propagation, de diffusion, de contamination de ces méthodes-là, parce que ça provoque du buzz, parce que ça provoque de l'attractivité médiatique. Mais derrière, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces mouvements-là, au-delà de vouloir provoquer l'attention, ils sont totalement dans l'antithèse du débat. Ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas qu'il y ait une discussion sur les sujets fondamentaux qu'ils dénoncent eux-mêmes. Et là, ça devient problématique parce qu'ils veulent imposer une seule vision de ce qu'il doit falloir faire pour prendre en compte le dérèglement climatique, le changement climatique. Et si ce n'était qu'une petite poignée de personnes, à la limite, pourquoi pas ? Mais il y a une vraie logique d'embrigadement qui se développe aussi, notamment dans les universités, où on voit ces mouvements-là justement recruter de manière assez massive des jeunes en utilisant aussi cette peur de la fin du monde qui est en même temps très proche d'une génération qui voit aussi son environnement évoluer, et ça, il faut le comprendre. Et juste un dernier point sur le financement, et après je vous laisse la parole. Sur le financement, on parle de différents mouvements, de méthodes qui sont similaires à travers le monde, mais c'est aussi des mouvements qui se retrouvent, notamment Dernière Rénovation, qui se retrouvent dans une coalition qui s'appelle A22 et qui est financée notamment par un fonds qui s'appelle le Climate Emergency Fund, qui est un fonds américain dont la principale donatrice, Aileen Green, est elle issue d'une riche famille qui a construit sa richesse et sa fortune sur le pétrole. Donc on a aussi derrière des mécanismes assez hypocrites sur peut-être une femme qui essaye de racheter peut-être la richesse familiale en donnant à ces fonds-là. Mais ça pose réellement question sur la volonté réelle qui anime tous ces jeunes qui se mobilisent aujourd'hui. Un mot de comprendre, il y a une véritable réalité. On l'a vu sur les chiffres qui sont présentés à l'écran, Marion Parizet. Même certains Français disent s'être privés parfois de nourriture, de manger. Mais je pense qu'on a aussi ignoré que c'était quand même le cas déjà pour un certain nombre de foyers avant même cette crise, et qu'aujourd'hui, c'est un nombre qui augmente. Et c'est la situation au quotidien de nombreuses personnes qui font des choix court terme pour pouvoir finir le mois. Mais on oublie aussi le coût à long terme. On parle des Français qui se privent de soins, mais derrière, faire des choix sur sa qualité d'alimentation, peut-être privilégier des aliments qui sont moins chers, donc ça va peut-être des céréales dans certains cas, éviter les légumes frais, tout ce qui est produit frais, parce que ça va être plus cher, les coûts auront plus augmenté que d'autres, et ben ça va avoir des conséquences sur la santé, parfois à long terme sur la qualité de vie, et du coup, ça, c'est aussi des coûts qui sont payés par les Français, parce que la qualité de vie, on la paye d'abord soi-même, mais aussi pour la société, parce que c'est la sécurité sociale derrière qui va aussi prendre en charge des personnes qui auront souffert, qui sont plus prompts à des maladies. Et on ne l'a pas mentionné, mais ça, on a des mécanismes normalement, notamment pour les familles, qui doivent permettre d'essayer de réduire les inégalités, notamment la cantine scolaire. Mais là, aujourd'hui, avec l'augmentation des prix et l'inflation, la cantine scolaire, ça va être aussi très compliqué. Absolument.